Bon, voilà, ça fait déjà 2 secondes de vidéo et j'ai déjà envie de tout exploser. Putain. La fast fashion est du prêt-à-porter, mais tout le prêt-à-porter n'est pas de la fast fashion. Ça, pour moi, c'est pas un jean. Un jean, c'est 100% coton, vos gueules. Alors, je sais qu'on est à la télé, qu'il faut faire énormément d'exagération, de raccourcis. Ah, il faut tenir la ménagère de moins de 50 ans, hein, donc je commence à... On se calme, je veux pas gueuler tout le temps. Quoi? Vous pouvez démonter les... Attends. Oh là, je m'énerve après. Beaucoup de choses à dire. L'hiver en 1920 dans le Cantal, c'est autre chose que l'hiver à Paris en 2025. Stop! Stop! C'est une experte. Je vais me détendre, on va couper. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo YouTube React. Vous avez été super nombreux à m'envoyer cette vidéo, la vidéo du monde de Jamy qui parle de la mode et de la fast fashion, pour me demander ce que j'en pensais. Alors, contrairement à l'autre fois où je découvrais la vidéo de la menace, j'aurais préféré ne jamais découvrir cet homme. Contrairement à la dernière fois, là j'ai déjà vu la vidéo, j'ai pu faire un petit script pour savoir de quoi j'allais parler, les points qui étaient améliorés, les points qui étaient pas bons, les points qui étaient bons. Je pensais sincèrement en fait découvrir une vidéo qui était fort intéressante, même si c'était des redites par rapport à ce que j'avais déjà dit ou par rapport à ce que je connaissais déjà. J'ai été très surpris de découvrir à quel point c'était pauvre, maigre, voire désinformant. Donc je suis sincèrement navré, Jamy, mais on va devoir encore une fois faire un réac par rapport à ce que tu dis pour préciser le propos. Alors je sais bien, hein, ne vous dites pas que c'est Jamy qui a géré tout ça ou l'information. Cette vidéo n'est pas là pour défoncer quelqu'un ou pour enfoncer Jamy. Loin de là, je suis un grand fan de Jamy, donc c'est pas du tout mon but, mais c'est plutôt de vous montrer à quel point on est désinformé, je sais pas, ou en tout cas sous-informé, parce qu'il manque énormément d'éléments, il manque énormément de choses pour avoir l'entièreté de l'information. Donc on va faire la React aujourd'hui. Oui, il va y avoir un petit peu de sel, hein, comme vous aimez, et j'espère être le plus exhaustif dans mes données. Ouais. Avant que ça commence, likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo en masse, hein, c'est grâce à vous qu'on est à plus de 100 000 abonnés aujourd'hui. On parle de mode, on parle de style, on parle d'art sartorial, on parle d'art bottier, voilà, tout ce que j'aime. Il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien du tout, alors que ça aurait été une vidéo qui aurait pu être largement sponsorisée, ça m'aurait fait énormément de pesetas, mais bon, que voulez-vous, j'ai les propositions, mais j'ai pas envie. Par contre, si vous voulez, il y a les collections Cormac, tout sera en description, les collections Cormac, des Henley marinières, des vêtements sartoriaux chez The Nines, des bottines chez Incorio. Allez voir à ce moment-là, voilà, si vous voulez vraiment me soutenir et proposer une rémunération à la hauteur de mon travail, achetez mes collections Cormac tout simplement. Tout sera en description, et puis nous, on va débuter tout de suite la vidéo. C'est parti. En fait, le prêt-à-porter est devenu du prêt-à-jeter. Bon, voilà, ça fait déjà 2 secondes de vidéo et j'ai déjà envie de tout exploser. Putain. Alors déjà, première chose, comparer tout le prêt-à-porter, l'énorme spectre du prêt-à-porter au prêt-à-jeter, donc du coup à la fast fashion, c'est faux. Une exagération grossière, parce que dans le prêt-à-porter, il y a des choses merveilleuses. Moi-même, je fais des collections en prêt-à-porter. Cette chemise en denim vient d'une collection en prêt-à-porter. Elle est fabriquée en France avec du coton français et c'est loin d'être comparable à d'autres prêt-à-porter de petite qualité, notamment asiatiques, que l'on voit sur le marché. Donc non, le prêt-à-porter n'est pas devenu du prêt-à-jeter. Il y a une exagération de la fast fashion sur le marché, mais il y a aussi du prêt-à-porter d'une très grande qualité, et du prêt-à-porter abordable de bonne qualité. Puis il y a du prêt-à-porter presque luxueux, où là, je pense à Kiton, à Belveste, où là, oui, bon, c'est magnifique, c'est très bien fait, c'est exagérément cher, certes, mais c'est aussi très beau. La fast fashion est du prêt-à-porter, mais tout le prêt-à-porter n'est pas de la fast fashion. Alors je sais qu'on est à la télé, qu'il faut faire énormément d'exagération, de raccourcis et d'approximations, bien que là ce soit très grossier. Il faut tenir la ménagère de moins de 50 ans, hein, donc, mais faut pas déconner non plus, hein, faut pas dire de la désinformation comme ça. Poursuivons. Ah oui, c'est un autre style. Cette tenue date des années 1920. Elle provient des collections de la compagnie du costume qui loue des tenues pour le théâtre et le cinéma. Alors, mention, là j'ai absolument rien à dire, le costume est magnifique, ils sont dans un entrepôt gigantesque, donc je vois très bien l'endroit où c'est magnifique, une vraie mine d'or, et le costume est parfait. Je tiens à vous dire que c'est un des plus beaux costumes que j'ai vu à la télé, dommage que ce soit un costume qui soit d'époque, donc qui soit presque un cosplay aujourd'hui, mais magnifique Jamy, ça te va super bien. Qui témoigne de l'évolution de l'habillement et du rapport que nous entretenons avec nos vêtements, et vous allez voir qu'en un siècle, les choses ont bien changé. Alors, j'espère... Rien à dire déjà, je commence à...
On se calme, je veux pas gueuler tout le temps. Rien à dire, j'espère juste qu'ils vont pousser la réflexion pour nous expliquer pourquoi ça a changé. Le comment du pourquoi, mais je ne pense pas qu'ils vont aller jusque là. S'ils ne le font pas, je le ferai pour vous expliquer pourquoi est-ce que ça a bien changé en un siècle. Ou s'ils le font, enfin de ce que j'ai vu, ils le font. Vous pensez que j'ai vu la vidéo en long, en large et en travers? Non, non, j'ai vu une fois, j'ai pris mes notes qui sont là et je redécouvre la vidéo une deuxième fois. Il me semble qu'ils ne le font pas. Donc je serai là pour vous expliquer le pourquoi du comment. Audrey Millet est historienne de la mode. Elle étudie nos tenues d'autrefois. Et un détail de ce costume des années 1920 lui a tapé dans l'œil. Ok, j'ai peur. J'ai peur parce que je me dis, bon, tu vois, déjà pour moi, là, il y a déjà beaucoup de red flags. Un détail de ce costume de 1920 lui a tapé dans l'œil. On va voir. Qu'est-ce que vous regardez? Alors je regarde l'étiquette et je vois qu'il s'agit du tailleur Gaëtan Loméo. S'il a été fait par un tailleur, c'est donc qu'il a été fait sur mesure. Mais Non, non, s'il a été fait par un tailleur, même en 1920, ça ne veut pas dire qu'il a été fait sur mesure. Alors là, je vais en décevoir beaucoup, mais c'est pas ce que vient de dire Jamy, c'est faux. C'est factuellement faux. Alors, avant que vous gueuliez comme d'habitude, toutes mes sources sont en description, donc vous pourrez aller voir par vous-même. Mais je vais en décevoir beaucoup. Non, c'était pas tout le temps fait en grande mesure. C'est-à-dire que le nerf de la guerre pour un couturier ou pour un costumier, pour un tailleur, c'est de faire des costumes en bespoke. Cependant, en 1920, tout comme aujourd'hui, le costume en bespoke qui est de la grande mesure, on va faire un patronage unique pour vous, on va faire un costume de A à Z chez nous à la main, c'est très long, c'est très cher, c'est très coûteux, ça demande aussi pas mal de réflexion, pas mal de savoir-faire, que ce soit le tailleur, que ce soit ses artisans, c'est compliqué, c'est réservé à une certaine clientèle bourgeoise notamment. Alors tout comme aujourd'hui, depuis le 19e siècle, environ 1880-1900, on a développé ce qu'on appelle le confectionné, c'est l'ancêtre du prêt-à-porter. Et ça existait déjà en 1920. Le confectionné, c'est des vêtements semi-finis, où en fait on va pouvoir faire des retouches, et ils ont déjà des patronages, c'est pas aussi standardisé qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'ancêtre du prêt-à-porter. Et beaucoup de tailleurs, énormément de tailleurs, pour pas dire tous les tailleurs, que ce soit à Saville-Row, que ce soit à Paris, que ce soit à Naples, même au 20e siècle, eh bien faisaient du confectionné. En plus du sur-mesure. Hein. Alors ça se faisait énormément à Paris, beaucoup de produits dans les maisons de confection du Sentier. Et donc le confectionné, ce sont des vêtements qui sont sur gabarit, avec des mesures standards, on faisait de la retouche, il y avait plusieurs modèles, plusieurs coloris, comme ça n'importe qui pouvait avoir un très beau costume d'un tailleur. Enfin n'importe qui, j'exagère un petit peu, faut pas déconner. On appelait ça la confection, le prêt-à-porter, ou encore le tailoring de série. Alors je ne dis pas que ce costume-là qu'il nous présente est un costume en prêt-à-porter ou en confectionné d'époque. Visuellement, là comme ça, je vois pas beaucoup, mais il en a pas l'air, il a l'air d'être fait sur mesure, il a l'air d'avoir été fait pour un client tout simplement. On voit quand même qu'il y a la marque T56, donc taille 56. Je pense que c'est plutôt pour c'est plutôt eux là que quand ils ont récupéré le costume pour savoir à quelle taille, à quel gabarit correspond. Oui, parce que même si c'est un costume sur mesure, il correspond quand même à un gabarit. Hein. On n'est pas non plus difforme à ce point-là. Si on chipote, cette indication pourrait nous dire que oui, en effet, c'était un confectionné et pas un sur mesure. Je chipote. Il n'a pas l'air d'être un sur mesure. Cette dame a l'air d'être très érudite dans son milieu. Nous la présente quand même comme une historienne, donc je pense que c'est une doctorante, enfin c'est un docteur en histoire, et elle a l'air de savoir de quoi elle parle, donc c'est-à-dire que si elle nous dit que c'est un sur-mesure, enfin si elle corrige bien, enfin si elle le prend comme un sur-mesure, c'est que ça doit en être un. Mais en chipotant, la phrase de Jamy était fausse. Ce n'est pas parce que c'est fait par un tailleur que c'est de la grande mesure, que c'est du vrai sur-mesure. Ça peut être fait par un tailleur, ça peut être une retouche, enfin, ça peut être un confectionné, excusez-moi, ça peut être de la demi-mesure, même si à l'époque je ne pense pas que c'était aussi développé que là, en tout cas j'ai pas vu d'informations là-dessus. Mais le confectionné, c'est presque l'entre-deux du prêt-à-porter et du sur-mesure. Là, on a affaire à, je pense, de la grande mesure, mais sauf que voilà, il faut dire la vérité. Non, c'est pas parce que c'est fait par un tailleur que c'est du sur-mesure. Oui, alors beaucoup vont dire que je chipote, etc. Hein, et que bon, c'est pas grand-chose, machin. Non, c'est faux, c'est faux. Les mots ont un sens. Albert Camus disait que enlever le sens des mots, c'est ajouter du malheur au monde, et c'est entièrement vrai. Et là, je suis un grand casse-couille à ce niveau, mais il faut bien nommer les choses. Non, non. Un costume qui a le nom d'un tailleur dans sa doublure ne veut pas dire que c'était forcément un costume en sur-mesure. C'est important, je suis désolé, c'est important, je vais être un énorme casse-couille. Si vous êtes sur sa chaîne, c'est que vous aimez être un casse-couille. Suivant. ce costume n'était pas porté que le dimanche. Non, non, alors ça, en plus, c'est un costume de travail. C'est vraiment pas un costume du dimanche. C'est un costume qui vous suit tous les jours. Alors là, ce qu'elle dit, c'est, elle a entièrement raison. Elle a entièrement raison. Visuellement, ça ne ressemble pas à un costume du dimanche. Alors, il peut être porté le dimanche, c'est pas le souci. Mais ce que les gens ont du mal à comprendre, et même encore aujourd'hui, c'est qu'à l'époque, de 1700 et des brouettes, de 1600 et des brouettes jusqu'à 1950, 60, ouais, les gens portaient le costume pour travailler, mais pour travailler absolument tout, que ce soit à la ferme, que ce soit pour péter du charbon,
poissons, que ce soit des dockers, que ce soit le ministre, que ce soit un laitier, il était en costume. C'est un truc de fou, hein. Je sais bien qu'on a du mal à se rendre compte que le costume, alors c'est pas le même costume en 1600 qu'en 1900, je vous l'accorde, mais le costume a vraiment été le fleuron de la mode masculine, même pas la mode classique. Et là, elle a raison, c'est un costume qui est... Alors oui, on le voit que c'est un costume qui est lourd, qui est très épais, c'est de la grosse laine, c'est en plus dans un coloris marron-beige, donc un coloris qui est plus campagnard, c'est sans doute fait porté par quelqu'un qui est plutôt dans un village, plutôt dans une petite ville presque, mais c'est un costume qui est authentiquement campagnard. Et il est un motif prince de... Non, c'est pas un prince de Galles, c'est un Glenplaid. Donc, le prince de Galles est un Glenplaid, mais tous les Glenplaid ne sont pas des princes de Galles. Là, ça commence à être très casse-couille. Mais entièrement vrai. Là, c'est entièrement vrai. Alors, pour que ce costume survive aux petits accros du quotidien, le tailleur choisit une laine bien épaisse, facile à repriser. Ce petit trou, il a été réparé avec le même fil que la boutonnière, pour que ça se voit le moins possible. Voilà, attendez. Beaucoup de choses à dire. Alors, le tissu épais pour sa résistance, oui, certes, mais c'est pas l'atout principal et c'est pas du tout fait pour ça. C'est-à-dire qu'ils omettent un énorme point que l'on ne comprend toujours pas aujourd'hui parce qu'on vit peut-être un peu trop dans le confort. Sachez qu'avant 1950, en France, il n'y avait pas une chose principale qui là actuellement fait que je peux filmer sans avoir trop chaud, sans avoir trop froid, excusez-moi, ça s'appelle le chauffage central. Les maisons, en 1920, étaient toutes munies d'un foyer, généralement dans la pièce principale, ou de deux quand on avait de la chance, d'où le nom foyer pour décrire sa maison, mais le fait qu'il y avait justement un foyer dans une maison, ça fait qu'en fait ça caille sévère, d'où l'intérêt pour les hommes de porter un tricot de peau, un henley sous la chemise, un costume 3 pièces ou croisé, voire croisé 3 pièces pour avoir le maximum de tissu sur soi pour ne pas mourir de froid tout simplement. Parce que là actuellement on se plaint du froid, mais je rigole. Là actuellement les gens se plaignent qu'il y a une vague de froid, on est allé à quoi, à moins 10 degrés dans les endroits les plus froids de France, moins 10 degrés. Donc si ce costume est en laine épaisse, ce n'est pas pour qu'il soit ultra résistant, bien que ça ait un grand intérêt, mais c'est surtout parce qu'il fait froid, excessivement froid. L'hiver en 1920 dans le Cantal, c'est autre chose que l'hiver à Paris en 2025. Donc il fallait se protéger du froid. Alors autre chose, là elle nous explique ça comme si c'était un truc de malade mental. Il nous explique qu'il y a un petit accroc et qu'ils ont repris le fil de la boutonnière pour repriser l'accroc sur le tissu. Je vais traduire. Là où il y a un trou, le tissu est marron, ils ont pris un fil marron pour le raccommoder. Voilà. Oui, bah écoute, moi quand je reprise mes chaussettes noires, je prends étrangement un fil noir. Hein, non, là ça n'a rien à voir. Là c'est c'est la palissade complète. Je comprends pas pourquoi est-ce qu'il nous balance ça. Genre, regardez comment il a pris le même tissu, le même fil de tissu, le même coloris pour repriser le même tissu. Oui, logique, oui. Évidemment, il va pas prendre du blanc. Hein. Non, c'est complètement con. Je suis désolé, c'est une info random au possible. Mais poursuivons, parce que je crois que le gros est à venir. Il ajoute aussi du tissu sur les coutures les plus fragiles, notamment à l'entrejambe. C'est une pièce qui va permettre au pantalon de ne pas se déchirer. Donc vous pouvez courir avec ce pantalon, vous ne risquez rien. Cette pièce, si je ne m'abuse, cette pièce que l'on a à l'entrejambe sur la plupart des costumes, actuelle aussi, hein, c'est-à-dire qu'il t'en parle comme si en fait c'était à l'époque et ça ne se fait plus. Non, ça existe toujours, calmez-vous, hein, les costumes n'ont pas beaucoup changé en 100 ans par contre. Que là déjà, c'est là où j'aime pas cette désinformation, il te parle de ça comme si c'était plus le cas aujourd'hui. Complètement, quasiment tous mes costumes ont cette pièce. Alors cette pièce, si je me souviens bien, c'était Scavini qui m'en avait parlé. Je crois que ça s'appelle un gousset. Alors à revérifier, ça s'appelle un gousset. Donc c'est une pièce de renfort triangulaire que l'on met à l'entrejambe, exprès pour éviter la déchirure de l'entrejambe. C'est pas itinérant aux costumes de qualité des années 20, des années 50. Ça existe toujours aujourd'hui. On peut demander à le mettre. Je sais pas, ça ne s'est pas perdu, voilà, ça existe toujours. Oui, c'est signe de qualité chez un pantalon, enfin, vous pouvez le faire rajouter sur un costume de merde, hein, de chez Zara, c'est pas le problème. Mais oui, vous pouvez courir avec, faut quand même y aller mollo. Enfin, si t'as un costume, si à l'époque vous avez un costume, je sais pas, laine et soie et que vous courez avec, gousset ou pas gousset, il y a un moment donné où l'entrejambe, ça va frotter, quoi. Il faut vraiment avoir une coupe droite du démon pour pouvoir faire en sorte que ça ne frotte pas. Donc oui, ça prévient l'usure, tout à fait, c'est un bon signe de résistance, mais c'est pas itinérant au costume
des années 20. Actuellement, j'ai des costumes qui en ont, et ils sont même en prêt-à-porter. Je vois bien où est-ce que, voilà, pour quelqu'un qui n'est pas initié, qui n'y connaît rien, oui, il va se dire, bah oui, c'était tellement mieux avant, mais ça existe toujours aujourd'hui. Non, c'est faux, ça existe toujours aujourd'hui. Évidemment, ça n'existe pas dans la fast fashion, mais des costumes à 700 €, il y a des goussets dedans. C'est pas, oui, vous allez vous dire que les costumes à 700 € ça coûte cher. Non, un bon costume, 2 pièces, c'est entre 500 et 700 € aujourd'hui, minimum. On est obligé, c'est comme ça. Et ouais, donc non, c'est complètement con ce qu'ils disent là. Mais poursuivons. Bien, la morphologie évolue un petit peu. Vous pouvez maigrir, vous pouvez grossir, ça dépend des périodes de votre vie. Et le tailleur est là pour ça. Vous avez des pinces, c'est un pli du tissu. Donc là, vous avez à peu près 1 cm. Là, vous avez 2,5. Et là, c'est la petite surprise. Vous pouvez les démonter. Quoi? Vous pouvez démonter les... Attends. Oula, je m'énerve après. D'ici. Et élargir le pantalon. Stop! C'est une experte. Je vais me détendre, on va couper pour que je me calme 2 secondes. Alors, je crois qu'on a atteint la plus grosse connerie du reportage. Qu'est-ce qu'elle raconte? Là, c'est plus des approximations, c'est des énormités. On va découdre les pinces pour pouvoir élargir le pantalon. Je suis saoulé par ce genre de conneries. Alors, je ne suis pas un expert. Je suis un passionné qui lit de vrais experts, hein, donc je vais être méchant, mais pas cette dame, déjà. Voilà. Non, qu'est-ce qu'elle nous raconte? On pouvait ouvrir les pinces. Reprenons. Alors, vous voyez, parce que actuellement, en fait, mon livre de chevet, c'est celui-là. Je vous le montre à l'image. Voilà, ça c'est mon livre de chevet. C'est celui que je suis en train de me taper. Il y en a qui se tapent les livres de Macron, de Mélenchon, de Bardella, j'en ai rien à foutre. Moi je me tape ces livres-là. Tu vois, ça c'est les trucs qui me détendent. Ça c'est les livres que j'aime. Donc j'apprends à savoir faire un costume. Je lis des bouquins comme ça. Et cette dame nous explique qu'il faut... Enfin, que comment il s'appelle, les tailleurs nous ouvrent, enfin, laissent je peux pas, même en le disant, j'ai envie de me taper. Non, les pinces n'étaient pas faites principalement pour élargir le pantalon si on le filait à quelqu'un. Non, c'est faux. C'était pas l'utilité principale des pinces d'être démontées. Après, un autre truc qu'elle dit, c'est que les pinces sont démontables, en nous montrant l'arrière. Tu sais, un costume, ça tient par des coutures, hein. Tout est démontable, hein. Le costume, c'est juste un puzzle énorme, hein. Donc si on va par là, oui, tout est démontable. Tu peux démonter l'épaule, c'est comme ça qu'on raccourcit les manches. Tu peux démonter le plastron, si tu veux, oui. Oui, les pinces sont démontables, ouais, comme tout sur un costume, presque. Les pinces ne sont pas faites pour être démontées, parce que si vous démontez les pinces pour essayer d'élargir un pantalon de costume, vous allez flinguer toute la coupe du pantalon. Alors, à moins de tomber sur un excessivement bon tailleur, c'est possible. C'est pas le gros, hein, généralement c'est pas ce qu'on fait, pour 2 bonnes raisons. La première, c'est que les pinces d'un pantalon ont une utilité. C'est pas juste, comme elle a l'air de le décrire, fait pour élargir la taille. Les pinces du pantalon donnent de l'aisance au bassin, permettent de s'asseoir confortablement, en tout cas plus confortablement que sans pinces, permettent d'absorber le volume des cuisses, surtout quand elles sont tournées vers l'arrière. Quand elles sont tournées vers l'avant, c'est un peu l'effet inverse. Donc moi j'aime bien, ça me dérange pas, c'est un côté un peu plus vintage. Alors certains disent que c'est les pinces anglaises qui sont vers l'extérieur, les pinces italiennes qui sont vers... Non, bon, non, si vous pouvez dire les pinces tournées vers l'extérieur, les pinces tourner vers l'intérieur, c'est plus pratique, visuellement on arrive à comprendre. Et surtout, des pinces permettent de créer une ligne verticale. Et c'est super important pour le respect des proportions. Tandis que si vous ouvrez les pinces pour agrandir le pantalon, bah vous flinguez toute cette harmonie. En revanche, un truc dont ils n'ont pas parlé, et là je suis stupéfait parce que c'est quand même la base, hein, je me demande si cette personne est vraiment compétente. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est plus militant contre la fast fashion, parce que là au niveau de l'histoire, je sais pas. Bah, en fait, les tailleurs vont laisser du tissu en plus, notamment à l'arrière sur la couture des fesses et parfois sur les coutures des côtés, parfois sur les 3, pour justement élargir le pantalon à votre convenance. J'ai ça sur tous mes pantalons Aspen, j'ai ça sur mes pantalons Scavini, j'ai ça sur mes pantalons Howard, j'ai ça sur mes pantalons prêt-à-porter, sur mes pantalons sur mesure, enfin c'est la base. Tous les tailleurs font ça, même tous les fabricants de pantalons, bon, une grande partie des fabricants de pantalons en prêt-à-porter font ça. Il n'y a pas besoin d'ouvrir les pinces pour flinguer totalement le pantalon, vous avez juste des surplus de tissu. Alors vous avez une marge, hein, je dirais que vous avez 5 bons centimètres quand même de marge, qui est honnête, hein, vous pouvez passer si vous avez un pantalon à 85 cm de tour de taille, vous pouvez passer à 90, c'est honnête, hein, ça vous fait prendre une dizaine de kilos à peu près, mais voilà, c'est possible d'élargir un pantalon sans ouvrir les pinces. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte? On peut le faire, ce qu'elle dit, elle n'a pas forcément tort, on peut le faire, mais c'est pas à ça que servent les pinces, donc non, et puis elle en parle comme si c'était genre, c'est comme ça, il y a les pinces, on peut les démonter, c'était fait exprès, non, tout le costume est démontable, les pinces ont un but esthétique aussi et utile, c'est pas fait que pour être démonté pour élargir un costume, un pantalon de costume, non, désolé.
désolé, c'est ça, je dis non. Il y a un truc qui me surprend, je suis désolé, là je reprenais, mais c'était pas super intéressant. Il y a un truc qui me surprend tout le long du reportage, c'est qu'ils ont déjà le côté biaisé de c'était mieux avant. C'est marrant parce que à la télé, dans les médias et tout ça, on nous dit un petit peu près l'inverse. Non, c'était pas mieux avant, ça c'est une illusion que vous vous faites. Ils te sortent même des études pour t'expliquer que non, c'était pas mieux avant. Sauf que là c'est curieux, on t'explique quand même presque que c'était mieux avant. Et pour une fois, je fais le sale con en vous expliquant que non, c'était pas forcément mieux avant. Ça existe toujours aujourd'hui, c'est juste que bah, c'est pas ce qui a pignon sur rue, mais ça existe toujours. La mode n'a pas excessivement changé. Si, la mode a excessivement changé, mais la fabrication, surtout pour des pièces tailleur comme ça, c'est pas tellement le cas. Hein. On reste toujours avec des pièces. Alors bien sûr, beaucoup de trucs qui sont faits machine aujourd'hui. On a rentabilisé le truc, on essaie de faire de plus en plus simple, de plus en plus rapide parce qu'il faut faire de plus en plus de volume. Et je le déplore. Poursuivons. Du tissu en plus, en bas du pantalon, au cas où vous vouliez le donner à quelqu'un de plus grand. Et donc ça pouvait passer d'une génération à l'autre. C'est véritablement une histoire et un patrimoine à porter et pas du tout du prêt-à-porter. Oh, excusez-moi, mais cette phrase, elle est bateau de... C'est un patrimoine à porter, machin, etc. Oui, enfin, elle parle pour les bourgeois de Paris, machin, etc. Hein. C'est vraiment des gens de la mode. Ce sont pas des gens du style ou du pratique. Quand tu étais un vieux campagnard au fin fond de la Lorraise, de la Corrèze, pardon, excusez-moi, Lozère, j'ai confondu. De la Corrèze, non, tu dis pas que j'ai un patrimoine à porter. Tu mets le costume de ton père parce que c'est pratique, parce que tu veux garder un souvenir de lui, parce que oui, c'est cool, machin, etc. Mais c'est pas comme quand tu lègues ta Rolex. Oui et non, quoi. C'est un petit peu, encore une fois, ça parle qu'à une certaine catégorie de personnes, pas à moi. C'est après-guerre que le prêt-à-porter arrive dans les valises des 30 Glorieuses. 60% des femmes ont adopté définitivement le prêt-à-porter. À l'époque, Ouais. l'économie est en plein Ouais. boom. Les gens s'enrichissent Non. et ils ont envie d'avoir plus de vêtements. Je viens et je suis ravie de tout ce que je prends à chaque fois. Pour répondre à la fièvre acheteuse et contenter tout le monde, Oh, madame, non, c'est moi qui l'ai pris la première. Je suis après, madame. il faut produire vite. Ouais. Adieu le sur-mesure. On fait du simple, basique. Alors, attendez. Là, ils en parlent, t'as l'impression qu'ils en parlent comme si, pouf, du jour au lendemain, les hommes et les femmes avaient voulu des vêtements en prêt-à-porter, rapidement, pratiques, et qu'ils ont voulu surconsommer. C'est marrant, hein, ils t'expliquent pas, en fait. C'est incroyable d'avoir des médias d'information qui ne t'informent pas. Ils te balancent une information, mais ils t'expliquent jamais le pourquoi du comment. C'est comme ça, voilà, point barre. Et non, c'est pas à partir des 30 Glorieuses que ça a vraiment connu, que ça a vraiment... En fait, il faut expliquer. Encore une fois, je sais que c'est chiant et long, et je sais que cette vidéo va être chiante et longue, hein, mais je tiens à vous expliquer le pourquoi du comment. Alors là, pour ça, j'avais fait une petite liste pour vous expliquer tout ça. Dans mon bouquin, ils en parlent, avec Scavini, avec Howard, avec Jacomet, on en avait parlé. Dans le livre True Style de Bruce Boyer, on en parle aussi. Tout d'abord, premier facteur du prêt-à-porter actuel, de ce qu'on connaît, c'est la guerre. Je sais que ça paraît con comme ça, mais à quel moment on a eu besoin de produire en masse des vêtements codifiés, standardisés et rapidement. Le fabriquer en série, c'est le monde militaire qui l'a décliné au civil. Très simplement, on avait besoin de ça. Enfin, on peut pas évoquer le prêt-à-porter actuel, ou en tout cas les dérives du prêt-à-porter actuel, sans parler de ça, parce que c'est le premier facteur. Comment ça se fait qu'on est passé d'un coup, on te parle de 1920, mais comment ça se fait qu'on est passé d'un coup à ça, Ça s'est pas fait d'un coup, ça s'est fait de manière transitoire, et tout ceci est explicable à chaque génération. De 1910 à 1930, les guerres successives et le besoin de standardiser des uniformes qui ont été du coup repris de l'armée par le monde civil. Donc ça veut dire travail à la chaîne, montage simplifié, des millions d'uniformes qui sortent, les usines textiles deviennent plus efficaces, le confectionné devient plus rentable et tend de plus en plus vers le fameux prêt-à-porter. Ensuite, les années 50 avec l'américanisation et le plan Marshall. Les Américains apportent la technologie, le savoir-faire, les machines, leur style aussi, les pantalons, les jog pants, les hoodies, les t-shirts, tout ça, ça vient des États-Unis. Les départements de stores américains inspirent les marques comme Prise Unique, Monoprix. On passe de la culture européenne, de la culture française, qui veut de la qualité, qui veut du savoir-faire, qui veut du savoir-vivre à la française. Je vous rappelle que la chemise, c'est français. À la culture US, on a été complètement américanisé, faut le dire aussi. On veut du rapide, du standard, du productif. On veut ressembler à tout le monde parce que c'est cool. En parallèle, les 30 Glorieuses. Là, enfin, on y vient. Explosion du pouvoir d'achat, un peu l'inverse de notre époque. On a beaucoup plus d'argent. La France s'urbanise. La consommation de masse apparaît enfin. Résultat, on veut plus attendre un mois ou deux pour avoir un beau costume. On veut maintenant. Donc on va dans les magasins de prêt-à-porter et on s'uniformise. De plus, dans les années 50-60, de manière marginale pour l'instant, il arrive sur le marché le prêt-à-porter asiatique de petite qualité. Donc crois-moi que vendu 2 pécaillons dans un pays capitaliste qui suit le chemin des États-Unis, c'est de l'or en barre. Ce qui enterre définitivement le costume, la mode traditionnelle
traditionnel, l'artisanat, en France du moins, c'est après mai 68, tout simplement. La jeunesse rejette les codes du costume, rejette les codes des anciens, on rejette l'uniforme pour un autre, oui, parce que 57 ans plus tard, l'uniforme c'est le jean basket, le hoodie et le jogging fila. Est-ce qu'on a vraiment gagné au change? Je vous laisse me dire en commentaire. Et enfin, fin des haricots, années 70, 80 et 90 par la suite, les politiques français choisissent l'industrialisation et juste après la désindustrialisation. Oui, c'est normal, c'est français. L'État encourage les groupes de confection français, Camailleux, Devred, enfin plein d'autres marques, même qui n'existent plus aujourd'hui. Priorité à la quantité et pas à l'artisanat, on veut inonder le marché. Puis au fur et à mesure, la France se spécialise dans le design et plus dans la production. Donc on désindustrialise le pays. Ce courant arrive surtout dans les années 80, avec l'arrivée de la mondialisation et de l'importation extérieure. Made in China, Bangladesh, Taïwan, on a tout mangé et on n'a pas laissé une miette. Et aujourd'hui, on pousse le truc de plus en plus loin avec la fast fashion. Derrière tout ça, il y a également des biais sociétaux, des biais de comportement, notamment du consommateur. On veut toujours plus de vêtements, on veut toujours plus posséder. Poursuivons et j'en peux déjà plus. Et vous aurez comme choix une taille S, M, L, XL, XXL. Si vous êtes entre les deux, il faudra faire un choix. Alors non, elle te dit ça, mais tu sais, genre, j'adore avec sa mine, tu sais, déconfite, genre, faudra faire un choix. On parle de vêtements, là, on parle pas d'aller à la gare, on se calme. Alors non, enfin si, oui, il faudra faire un choix. Mais déjà, à l'époque, il fallait faire un choix aussi. À l'époque aussi, il fallait faire un choix. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas entre 6 tailles non plus. Donc on est entre la taille du dessus ou la taille du dessous. Mais vous savez, même actuellement, il y a un truc fabuleux qui s'appelle le couturier, la retoucheuse, la tailleuse, le tailleur. Et c'est fabuleux parce qu'en fait, on peut retoucher du prêt-à-porter ultra facilement. Donc je sais pas, très peu de gens sont dans les standards de la mode actuelle, moi en tout cas je ne le suis pas. Sur 12 mesures, j'ai 6 mesures qui pètent les standards de la mesure. Et il y a un truc magnifique qui s'appelle la retouche, c'est le confectionné, c'était ça, c'est-à-dire qu'on faisait un prêt-à-porter, qu'on faisait retoucher par le tailleur, parce qu'on était déjà chez le tailleur. Aujourd'hui tu peux aussi ne pas faire de choses, ça s'appelle le sur-mesure, ça s'appelle la grande mesure, ou la demi-mesure, excusez-moi, qui est la demi-mesure industrielle, ça existe aussi. C'est-à-dire que quand il t'en parle, t'as l'impression que ça n'existe plus. Non, ça existe encore. Il y a une jolie doublure qui a l'air quand même assez confortable. Ça, Jamy, c'est une illusion d'optique. Alors, une illusion d'optique au toucher? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une illusion tout court, madame. Bon, allez, oui, si tu veux, c'est une illusion d'optique. C'est doux, ça brille, mais c'est du plastique. Ce sont des matières artificielles qui sont issues du pétrole. Ce costume, c'est le royaume du plastique. Matière artificielle ne veut pas dire forcément matière issue du pétrole, parce que là il n'y a que des approximations qui sont fausses. Et pourtant je suis à chaque fois en train de vous exploser le synthétique. Matière synthétique, ça ne veut pas dire matière issue du pétrole à tous les coups, et matière artificielle ne veut pas dire qu'elle n'est pas issue de quelque chose de naturel. Je vais prendre l'exemple du tencel ou du tencel. C'est une matière artificielle mais qui est faite à partir de la pulpe de bois, cellulose de bois, d'eucalyptus, voilà, ça ne vient pas de nulle part. Le polyester qui est fait à partir du pétrole, qui est un dérivé du pétrole, lui pour le coup est une matière issue de l'industrie pétrolière et artificielle. Là-dessus je suis d'accord. Pour les doublures des costumes d'avant, donc de l'époque, les doublures étaient faites principalement soit en coton, soit en soie et parfois en lin pour l'été. C'était 100% naturel, sauf que autant vous dire qu'actuellement avec les prix de la soie, ce serait pas bon marché de faire avec de la soie. Donc principalement dans le plus grand des cas pour des costumes de très bonne qualité en prêt-à-porter, comme ceux que moi je propose et que je prends, c'est du viscose. Le viscose n'est pas une matière issue de l'industrie pétrolière. C'est ce qu'on appelle la soie artificielle, parce que ça a la gueule de la soie, ça ressemble à de la soie, ça brille comme de la soie, ça a le toucher de la soie, mais ce n'est pas de la soie. Le viscose est une matière synthétique, c'est de la pulpe de bois transformée chimiquement. Je dis pas que c'est écolo ou que c'est cool, loin de là, mais en fait c'est la meilleure matière qu'on peut avoir pour les doublures à un tarif qui soit humainement acceptable. Donc il faut pas non plus cracher sur tout. Désolé, mais actuellement on ne peut pas faire des costumes avec des doublures en soie, sauf passer par un prix plus élevé ou par un tailleur en grande mesure. Ça existe sans doute dans du prêt-à-porter, c'est marginal. À raison, c'est excessivement cher. Et comme on se plaint tout le temps qu'on ne peut pas se payer certaines choses, machin, etc., il faut faire un choix. Évidemment qu'on voudrait tous avoir des doublures en soie. Est-ce que financièrement c'est possible? Est-ce que pour les marques c'est possible? Absolument pas. Le plastique, alias le synthétique. Le plastique alias le synthétique. Non. Non. Une matière synthétique n'est pas forcément une matière plastique. Putain, mais... c'est compliqué là, vraiment j'ai du mal à prouver ce reportage. Bon, reprenons chers amis, je sais plus là où est-ce qu'on en est, je commence à devenir débile à force de regarder ce documentaire là, enfin ce reportage.
La soie, beaucoup trop chère, ne fait plus le poids face au nylon. Alors là, tout ce qui est dit est entièrement vrai. Financièrement, la soie n'est pas bon marché comparé au nylon. Financièrement, la laine, le coton, même à produire ou à payer, voilà, tout simplement, ne fait pas le poids face au polyester ou autre. Oui, certes, à cause de qui? Encore une fois, t'as envie de dire, les mecs, si on mettait des taxes comme pas permis sur ces produits-là, t'inquiète pas que ça se vendrait pas, hein. C'est aussi simple que ça. Si on voulait vraiment être écologique, si on voulait vraiment faciliter tout ça, mais en fait, ça prendrait 10 secondes, hein. Niveau taxes, tu facilites la production de laine, tu facilites la production de coton, tu favorises l'achat de vêtements avec des matières naturelles, et tu taxes ou tu déboîtes complètement les vêtements matières synthétiques hors vêtements techniques, et le tour est joué, hein. Il suffit juste de rendre moins cher les vêtements de qualité et de rendre plus cher les vêtements de merde. Mais on fait tout l'inverse. Là, c'est pas une critique du... Attention, là, c'est pas une critique de ce qu'ils disent, hein. C'est juste une critique de la société. Là, pour le coup, ce qu'ils viennent de dire est entièrement vrai. Le pantalon, voyons de quoi il est constitué. Je vous laisse lire. 70% de coton, 28% de polyester, 2% d'élastane. Ça, ce sont des tissus synthétiques. Bah, pas le coton, hein, Jamy. Oui, mais oui, polyester et élastane. Ça, pour moi, c'est pas un jean. Un jean, c'est 100% coton, vos gueules. Il n'y a pas de jean... Dès qu'il y a 2% d'élastane, c'est plus un jean pour moi. C'est un objet hybride, voilà. Un jean 16-11, c'est la base. Je suis un peu extrémiste là-dessus. Et du plastique, toute la tenue de Jamy en contient. La chemise, 40%. T-shirt et sweatshirt, 100%. Au total, seulement 30% de coton pour 70% de plastique. Alors c'est bien parce que, bon, ils en parlent comme si en fait c'était tous les vêtements qui étaient comme ça, c'est ça qui est un peu dérangeant. J'aime bien ce qu'ils disent, mais j'aime pas comment c'est amené. Ça va, c'est écrit ultra fast fashion, donc on arrive à comprendre quand même que... Moi par exemple dans ma garde-robe, il y a 4 pièces avec un peu de polyester, et c'était obligé en fait, on pouvait pas faire autrement. Voilà, j'ai fait des vidéos pour vous montrer qu'on pouvait s'habiller en seconde main pour 100 € avec des vêtements qui sont 100% naturels. Donc avec des vêtements qui sont faits en laine, en coton, voilà, il n'y a rien d'autre. Donc c'est possible, encore une fois. J'aime pas comment c'est amené dans le sens où tu as l'impression qu'il existe que la fast fashion aujourd'hui. Il y a vraiment que ça, c'est-à-dire qu'il y a le monde du luxe, il y a la fast fashion, qui sont les deux faces d'une même pièce. Mais c'est pas le débat. Sauf que là, non, c'est pas fair play. C'est pas fair play pour les marques, pour les marques de prêt-à-porter qui font de la qualité. T'as l'impression qu'aujourd'hui la mode, c'est que la fast fashion. C'est pas le cas. Et en montrant ça, ça montre presque aux gens que bah, vous avez raison de le faire parce qu'il y a que ça. Non, c'est faux. Ils auraient dû essayer de faire un peu moins dramatique, mais bon, on est à la télé, hein, on va pas commencer à leur demander d'être honnête. À la moyenne de la garde-robe des Français, 70% de fibres synthétiques. Dans les années 60, on était à combien? On était à 30%. Ah oui, on a considérablement augmenté. Considérablement. Oui, tout à fait. Pourquoi? Par rapport à tout ce que j'ai dit, ou il y a autre chose? Parce que c'est facile de dire aux gens, bah c'est vous qui achetez, qui machin tout ça, mais le pouvoir d'achat a baissé, faudrait voir tu vois, tous ces trucs-là. Est-ce qu'on n'a pas inondé le marché avec exprès, avec de la merde en plastique? Enfin bref, ça serait plutôt intéressant de souligner certaines choses dans ce style-là, enfin je trouve, pour un reportage qui... Là, il est uniquement dramatique, tu vois, c'est genre... c'est terrible. Et c'est tout. Voilà, vos gueules. Le synthétique remplace le coton et la laine car il permet de produire toujours plus vite, toujours moins cher, pour nous faire acheter toujours plus. Alors, je ne suis pas expert je ne suis pas expert du tout, mais cette phrase, je doute un petit peu. Il permet de produire toujours plus vite, sans doute toujours moins cher. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors là-dessus, je demande de l'aide parce que j'ai pas fait de recherche là-dessus parce que j'avais complètement zappé cette phrase ou j'avais pas vu jusqu'au bout. C'est vrai que c'est difficile de produire du coton ou de la laine, hein, surtout en France, en Europe, c'est extrêmement difficile de par les normes à la con, par le prix dérisoire à laquelle on va te le racheter, de par les intempéries, de par les parasites, de par plein de choses. Mais est-ce que c'est plus facile par exemple pour les vêtements polyester, est-ce que c'est plus facile de produire du pétrole? Il faut repérer un gisement, donc ça veut dire géologue, forage d'exploration, ça veut dire créer une plateforme à plusieurs millions, dizaines de millions, je sais pas combien ça coûte, mais ça va être excessif. Il faut créer un pipeline, il faut engager des ingénieurs, enfin ça doit être rentable quand même, hein, parce qu'au vu du truc. Mais enfin bref, est-ce que c'est plus simple à produire? Oui, une fois que tu as le pétrole, c'est plus simple à produire. Est-ce que c'est moins cher? Je pense que c'est quand même plus facile de faire un élevage de brebis dans le Tarn et de favoriser les élevages d'animaux de manière cool, hein, pas actuellement ce qu'on fait. Ou de produire du coton de manière décente. Ça serait plus facile si on s'en donnait les moyens en tout cas, que d'aller faire un forage en mer du Nord. C'est ma vision là-dessus. Je ne dis pas que j'ai raison par contre. Je demande des preuves de ce que je dis. Ouais, dans ma tête, c'est plus simple d'élever des chèvres et de produire du coton. Mais c'est peut-être ma tête, c'est moi qui ai. Il faut dire que puiser du pétrole, c'est bien plus simple que de cultiver des hectares de coton soumis aux aléas climatiques.
Pour la laine, c'est encore plus compliqué. Des cheptels de moutons à nourrir, à bichonner pendant des mois, avant de pouvoir tondre une toison qu'il faudra encore nettoyer et blanchir. Ouais, enfin bon, voilà, c'est bien ce que je disais. Enfin bon, t'as l'impression que c'est l'enfer absolu d'élever une chèvre, quoi, un mouton, ou de faire du coton. Non, c'est juste, je pense que c'est pas compétitif et rentable autant que le pétrole, mais c'est pas plus difficile. Il faut bichonner. Oui, bah il y en a, ça se fait depuis la nuit des temps. Et il y a des gens qui sont très compétents là-dedans. Si on les emmerde pas, si on les laisse faire leur travail comme il faut, si on les favorise, tu vois, au lieu de favoriser les exploitations à l'autre bout du monde, si on les surtaxe pas, tu vois, parce que voilà, c'est un peu le problème de ce pays. Non, je pense pas que ce soit plus difficile de produire de la laine que de produire du pétrole. Je dirais que c'est même plus difficile de produire du pétrole. Tu pars de zéro, tu te dis, je pars de zéro, je dois produire de la laine. Le Pékin moyen, il part de zéro, il doit produire de la laine ou il doit produire du pétrole. Je pense que le Pékin moyen, il va avoir plus facilement une botte, une pelote de laine que 1 litre de pétrole, excusez-moi. Donc non, c'est pas plus facile. C'est moins rentable, c'est moins favorisé, mais c'est pas moins facile. Je sais pas ce que vous en pensez. D'ailleurs, on va s'arrêter là parce que j'en peux plus en fait. Plus ça avance et plus je trouve que c'est de pire en pire. On est à 6 minutes sur 11, mais je pense que ça va suffire largement pour faire une très bonne vidéo. Voilà, donc je vais aller me jeter de la javel dans les yeux parce que je ne veux plus jamais voir un reportage comme ça. C'est clairement pas terrible. C'est très très aléatoire, c'est très incomplet. Les informations sont très grossières. L'intervenante, je sais pas si c'est eux qui ont coupé au montage, hein, j'espère, hein, mais l'intervenante... Mais c'est juste que, je sais pas, en tout cas je lui donne le bénéfice du doute, mais non, je ne comprends pas. Il y a plein de choses qui sont pas bonnes, il y a beaucoup de choses qui sont incomplètes, les informations sont données un peu au compte-gouttes, sont données un peu de manière arbitraire, il y a des choses qui manquent, c'est vide, c'est en 11 minutes. Je sais bien que cette vidéo va être beaucoup plus longue pour pouvoir expliquer ce qui se passe là-dedans et qui est pas bon. En 11 minutes, on peut synthétiser tout ce que je viens de dire. En 11 minutes, on peut au moins faire moins peur aux gens, parce que là, tu as l'impression qu'il n'y a que la fast fashion, qu'on est tous pétris de plastique dans tout le corps, que c'est la croix et la bannière pour élever un mouton pour avoir de sa laine, et que le pétrole c'est l'avenir parce que c'est ultra facile, que ça arrivait du jour au lendemain parce qu'on avait du pognon. C'est faux, tout ça c'est factuellement faux, c'est tellement plus compliqué que ça. Et à force de trop simplifier, on arrive à des choses en fait où on arrive à ce genre de reportage où en fait on a 10% d'informations, même pas. Je suis encore gentil. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire si vous avez des informations en plus pour éclaircir mes questionnements, mais aussi s'il y a des choses qui sont approximatives par rapport à ce que je dis. Si j'ai oublié des choses, forcément que j'en ai oublié, mais moi je suis pas une équipe de télévision où il y a plusieurs personnes pour pouvoir se relire, pour pouvoir s'entraider et éviter de dire des conneries. Je ferai de mon mieux en tout cas pour corriger en commentaire mes approximations. N'hésitez pas à aller sur mon Instagram, alex.cormac. Il y aura très peu de montage pour cette vidéo parce que le but c'est pas de faire une vidéo ultra cutée et machin, c'est d'être un peu plus à la cool. Si ce format vous plaît, dites-le moi, on en refera. Plus qu'à vous dire de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo. Je sais pas si je l'ai dit mais je le redis. Et voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut les gars.